Ça fait déjà un moment que je veux vous présenter le plus grand boxeur canadien de l'histoire, par ses réalisations, puis aussi par ce qu'il a fait pour marquer l'histoire du monde entier. J'hésitais, j'essayais de trouver une bonne date, et là, si c'est pas le 1er juillet, la fête du Canada, la meilleure date disponible pour vous parler de ce boxeur-là, j'en trouverai pas de bonne date. Je veux vous parler de Tommy Burns, le petit géant d'Hanover. Et pour commencer, je vais en toute, j'appelle ça de la transparence. Toutes mes infos ont été prises dans le livre Tommy Burns, le Canada Unknown World Heavyweight Champion. Le boxeur canadien, champion du monde qu'on ne connaît pas, qui est inconnu. On va en parler. Donc, c'est le plus grand boxeur canadien de l'histoire. Il a été champion poids lourd alors qu'il mesurait seulement 5 pieds 7. Il a encore le record du plus petit champion du monde poids lourd. Il a été pendant bon nombre d'années le seul Canadien à avoir gagné un titre poids lourd. Et la raison pourquoi il est si important dans l'histoire, c'est qu'il a été le premier à franchir ce qu'on appelait la ligne de la couleur. À cette époque-là, les Blancs se battaient entre eux et refusaient d'affronter des boxeurs noirs ou asiatiques. Ils restaient entre eux et on disait qu'on protégeait la ligne de la couleur. Tommy Burns, il est né le 17 juin 81 à Chesley, Ontario, et il est mort le 10 mai 55 à Vancouver. Il est né de son vrai nom, Noah Brousseau. Il va grandir dans la ville de Chesley, en Ontario, et il a 12 frères et sœurs. Mais pour vous donner une idée, qu'à l'époque, c'est pas évident, il y en a 5 qui ne verront jamais l'âge adulte. Il habite dans une cabane de bois rond et c'est la pauvreté. L'espérance de vie en 1900, pour vous donner une idée, de 48 ans. C'est un peu comme s'il me restait 8 années à vivre et que j'écoutais LCN dans un Lazy Boy toute la journée aux résidences Soleil. À l'école, à cette époque-là, ils sont 75 par classe et les enfants tannants, on les enferme dans un placard. L'école organise des combats pour le championnat de l'école. Tommy Burns a 10 ans et en grande finale, il affronte Sam Hill, 12 ans. Le perdant est celui qui perd connaissance. Imaginez ça aujourd'hui, ce serait aux nouvelles. Tout le village se présente pour regarder les combats et les parieurs garochent des dollars aux pieds des enfants. Sa mère va l'apprendre, puis elle est déjà de notre époque, elle ne trouve pas ça particulièrement drôle. Elle retire son fils de l'école et elle l'envoie travailler dans un magasin de meubles. Et c'est sa mère à la maison qui lui apprend à lire et à écrire. Adolescent, Tommy, c'est un petit bum, mais il est très talentueux. Il pratique la crosse, le sport, le hockey et le patin de vitesse vont le tenir loin des problèmes. Là, il va déménager à Sarnia où il devient videur de bar et il va aller à Détroit et Cleveland où il est bagagiste dans une gare de train. Un soir, il est à Détroit. Et là, c'est là que la légende va se créer. Il est à Détroit, il assiste à un combat, il assiste à un galop de boxe et il y a un des boxeurs qui va se virer la cheville en marchant vers le ring. Et le Pierre Bernier de l'époque, qui est dans la foule, prend le micro et dit: est-ce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui peut remplacer le boxeur qui vient de se virer la cheville? Et tous ses amis vont pointer Tommy Burns en disant: vas-y, Tommy, qui s'appelle Noah à l'époque, t'es prêt? Fait que Burns embarque dans le ring. Il devient boxeur professionnel ce soir-là. Pour 1,25$, il va knocker le gars au 5e round et devenir boxeur professionnel. On est à l'époque où le champion du monde, John L. Sullivan, déclare, et je cite: je vais affronter n'importe qui, n'importe quand, mais jamais un homme noir. Tommy Burns, lui, affronte déjà des noirs. Il a des amis noirs, des partenaires d'entraînement noirs et il est très critiqué dans les médias. Les autres boxeurs, les autres champions du monde vont dire: faites attention, lui, il a l'air prêt à franchir la ligne de la couleur. Il va devenir champion moyen du Michigan. Et c'est à ce moment-là qu'il change son nom pour Noah Brousseau pour s'assurer que sa mère, restée au Canada,
ne le reconnaissent pas. Donc, il est caché. On va lui demander de truquer un combat contre un certain Tony Caponi. Et rendu dans le ring, il ne va pas le faire. On menace de lui casser les jambes et il se sauve à la course jusqu'à Salt Lake City. Ensuite, il déménage à Los Angeles où il a une bonne carrière comme poids moyen. Mais à l'époque, tu as juste besoin de monter de 15 livres pour devenir un poids lourd. Fait qu'il va s'essayer chez les poids lourds parce qu'il est tanné de faire le poids. C'est un peu trop trapu, notre Tommy. Il va affronter le champion du monde de l'époque, Marvin Hart. Il concède 6 pouces et 40 livres au champion du monde, Marvin Hart. Les journaux disent que Tommy est battu à l'avance. On est un 23 février 1906. Il va remporter en 20 rondes. Comment? Il est astucieux, le travail au corps et la grosse main gauche. Il fait passer Hart pour un débutant avec sa ruse. Tout de suite, immédiatement, il devient riche et célèbre. Il va conquérir la division des mi-lourds. Il se promène. Il descend de poids. Il va voyager Angleterre, Irlande, Australie, Afrique du Sud, France. À une époque où les boxeurs se battaient entre eux ou aux États-Unis, lui, il va aller affronter des champions partout à travers le monde. On est à une époque où le transport n'existe pas. Il fait ça en train et en bateau. En 1908, et là, regardez bien ce qui se passe. Tommy Burns négocie en cachette avec Jack Johnson pour organiser un combat poids lourd contre celui qui est le meilleur au monde, Jack Johnson, mais qui est noir. Il va arranger ça pour que ce soit en Australie dans 9 mois. Et là, les journalistes, ils racontent que Burns se sauve de Johnson pendant ces 8 mois-là. Pourquoi? Parce que l'entente est secrète. Lui, il sait que c'est déjà réglé. Il va affronter Jack Johnson, mais en Australie pour avoir un peu la paix. C'est un promoteur qui s'appelle Hugh McIntosh qui va faire construire un aréna de 30 000 personnes pour l'événement. On surnomme Johnson le fléau des poids lourds parce que il est comme le meilleur, mais pour le monde, il n'est pas à bonne couleur dans ce temps-là. Fait il est parfait défensivement, puis il frappe comme un train. Il est spectaculaire, notre Jack. Tommy Burns, c'est sa 12e défense. Il va concéder 30 livres, 7 pouces, et il a la grippe. Il y a 40 000 personnes dans la foule. Le combat du siècle a lieu. Et Burns est favori. Parce qu'il est blanc. Sauf que Johnson est beaucoup trop fort pour le Canadien. Johnson l'emporte par KO, 14e ronde, après que la police arrête le combat. Et je pense même qu'ils ont déchiré les bobines de film. Il reste plus, le combat au complet n'existe plus. L'arbitre annonce le vainqueur. Mais là, les gens, c'est la première fois qu'il y a un noir comme champion du monde. Mais là, les journalistes sont tellement en colère qu'ils vont se mettre à dire un peu à tout le monde que Burns était pourri. Puis c'est pour ça que Johnson est champion. Ils vont dévaluer Burns pour être sûr de descendre Jack Johnson. Même Jack Johnson va tomber un peu dans le piège puis va dire que Burns a été le pire boxeur qu'il a vu dans sa vie. C'est pas chic, ok? Les anciens champions poids lourds, il y en a 3, John Sullivan, ceux qui étaient là avant, ils vont s'en prendre à Burns en disant « T'aurais jamais dû l'affronter, c'est toi qui viens de ruiner la ligne de la couleur. » Première page du New York Times, on dit « Est-ce que Jack Johnson est vraiment champion vu qu'il a battu un gars qui était pourri? » Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journaliste à l'époque. Il faut que tu fasses confiance à ce qui est écrit dans le journal. Il n'y a rien d'autre. Burns va se faire humilier pendant des années. Pourtant, Burns a été champion pendant 2 ans, 10 mois, 14 défenses d'affilée. Un record qui va être battu 100 ans plus tard. Après sa défaite, là, il est brisé, humilié. Il va remonter dans le ring 7 fois, mais il est plus l'ombre de lui-même. En 1929, il va tout perdre avec la crise, un peu comme on vit aujourd'hui. Il finit gardien de sécurité et pasteur dans une église de Oakland où il vante Jack Johnson et il vante l'amour. Il prêche l'amour. En 1955, il va visiter un ami à Winnipeg et il va mourir d'une crise de cœur. Il est enterré à Vancouver devant 4 personnes. Le gars était champion du monde. Il a permis à Jack Johnson de devenir celui qui est aujourd'hui. Il a brisé la ligne de la couleur. Ils sont 4 aux funérailles. Puis, pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, on parle très peu de Tommy Burns dans le monde de la boxe. C'est beaucoup sur les forums de discussion qu'on va en entendre parler, mais très peu dans la vraie vie.
C'est un pionnier qui a franchi la ligne de la couleur. Il était habile pour négocier. Il a permis aux autres boxeurs qui affrontaient de faire plus d'argent. Il a eu beaucoup d'influence sur le sport. Il a été admis au Hall of Fame en 1996. Et ce qui distingue vraiment Burns des boxeurs de son époque, ça a été sa volonté d'affronter des gens de toutes les nationalités. Lui est allé au bat, il a pris le micro et il a dit « Je veux pas être champion du monde, champion des Blancs, je veux être champion du monde entier avec tout le monde qui se promène sur la planète. » Des athlètes de n'importe quelle origine. Puis il a affronté beaucoup de Noirs avant d'affronter Tommy Burns, puis même des gens d'autres nationalités. Puis lui, il disait « Moi, j'affronte les meilleurs pour prendre de l'expérience. » Ça a été un des premiers à considérer la boxe comme une science. Il a même rédigé un livre qui s'appelle Scientific Boxing and Self-Defense. La science de la boxe et de l'autodéfense. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter en cette belle journée de fête du Canada. Tommy Burns. Je fais tout ça en hommage à mon ami, le regretté Martin Achard. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi ou sinon, il y a un livre. Googlez Tommy Burns. Il y a aussi un podcast que je me suis inspiré. J'espère vous avoir diverti.